Et bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine qui est bien partie pour durer? Conséquences sur les marchés des céréales. La sécurité alimentaire mondiale est-elle menacée, notamment en Afrique? Et quelle est la part de la spéculation dans l'augmentation du prix du blé? Nous allons tenter de répondre à ces questions alors qu'une réunion vient de se terminer à Istanbul, en Turquie, entre des Russes et des Ukrainiens en présence de représentants de l'ONU. Tractation sur la délicate question des exportations des céréales via la mer Noire. Avec nous pour en parler, Jean-Jacques Hervé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Académie d'agriculture de France. Philippe Chalmin, merci également d'être avec nous. Vous êtes historien, fondateur du Cercle Cyclope. Vous dirigez tous les ans un rapport sur l'état du marché des matières premières et de l'économie mondiale. Et puis en plateau, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir, Slimane. Jean-Jacques Hervé, peut-être d'abord une première question. Que peut-on attendre de ces discussions à Istanbul qui ont pris fin? Bien entendu. Mais avec beaucoup de pragmatisme, on se dit que ouvrir des canaux maritimes, des sillons maritimes dans la mer Noire, aujourd'hui est extrêmement compliqué. Et donc, je pense que nous avons intérêt à essayer de réfléchir à des alternatives avec le Danube, qui est un grand fleuve qui traverse l'Europe et permet d'accéder aux grands ports du Nord et de l'Atlantique, et avec le transbordement ferroviaire, même si ce n'est pas aussi rapide qu'on peut imaginer. Alors Jean-Jacques Hervé qui propose déjà des solutions, et tant mieux. Philippe Chalmin, même question, hein, donc voilà, il y a eu cette réunion, c'est déjà bien de se parler entre Ukrainiens et Russes, on sait que ce n'est pas du tout le cas sur le terrain militaire. Là, sur la question du blé, ça montre qu'il y a urgence. Alors, je vous interromps immédiatement, ça n'est pas la question du blé. Et arrêtez de focaliser tout sur le blé. C'est vrai. La question est plus largement celle des céréales. Et aujourd'hui, les tonnages qui sont bloqués dans les ports ukrainiens, c'est avant tout du maïs. Ça n'est pas du blé et il n'y a donc pas de lien direct à l'heure actuelle. Après la récolte, ce sera une autre chose. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de lien direct entre les tensions alimentaires mondiales et la situation en Ukraine. Pour le reste, je suis totalement d'accord avec Jean-Jacques Hervé, en ce sens que je ne crois pas que l'on puisse accorder quelque crédit que ce soit aux Russes. L'intermédiation turque est extraordinairement douteuse et il vaut mieux, et si l'Europe veut aider l'Ukraine, il faut qu'elle mette tous les moyens possibles sur les liaisons ferroviaires, de manière à rejoindre éventuellement le Danube ou le nord de l'Europe. Restez avec nous, chers invités. On va dans un instant faire un état des lieux avec Lou Bureau. Slimane, je me tourne juste vers vous. Intéressant ce que disent nos invités, notamment Philippe Chalmin. Arrêtez de parler uniquement du blé, il est question des céréales. Et il nous dit que c'est plutôt du maïs qui est bloqué dans les ports. Oui, le maïs qui est effectivement nécessaire pour les élevages. Mais au-delà des céréales, il y a aussi la question des engrais azotés et des fertilisants. Parce que pour qu'il y ait une bonne récolte de céréales, il faut qu'il y ait des fertilisants. Or, la Russie produit presque 40% des fertilisants qui sont exportés à travers le monde. Alors, l'Europe donc on a besoin. Et pour fabriquer ces fertilisants, il faut du gaz. Donc il y a une sorte de solidarité, de triangle, de sacro-sainte trinité entre le gaz pour fabriquer les fertilisants et les fertilisants pour faire pousser le blé en plus grande, ou les céréales en plus grande quantité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les sanctions que les Américains et les Européens imposent à la Russie, ces sanctions ne concernent pas les importations de nourriture et de céréales. Le problème, c'est que les sanctions touchent les transports maritimes russes. Du coup, même si les Russes peuvent exporter ces engrais, ils ne peuvent pas le faire via leurs bateaux. Et même plus que ça, les Russes qui restreignent l'exportation de gaz sont en train de restreindre, y compris les exportations d'engrais azotés indispensables à l'agriculture européenne. Et on poursuit ce grand angle et comme promis, c'est Lou Bureau qui nous dresse un état des lieux de la situation. Regardez. Odessa, Berdiansk, Mariupol, depuis plus de 5 mois, plus aucun navire ukrainien n'entre ni ne sort des ports occupés par l'armée russe ou sous blocus. 20 millions de tonnes de céréales bloquées qu'il faut tenter de faire sortir par d'autres moyens. Il y a bien sûr les routes terrestres,
Problème, pour l'équivalent d'un seul navire de 70 000 tonnes, il faudrait charger pas moins de 3 000 camions. L'Ukraine n'en a pas les ressources, ni les autres États voisins. Nous n'avons simplement pas assez d'équipements. Je n'arrête pas d'insister auprès de l'Union européenne. Nous avons besoin de chargeurs de céréales mobiles et de plein d'autres matériels. Du côté du transport ferroviaire, là aussi, la logistique peine. Il n'y a pas assez de trains, les trajets à travers l'Europe sont longs et coûteux. Alors les regards se tournent vers le Danube. Le fleuve permet à la fois d'exporter les céréales à travers de nombreux pays d'Europe centrale, mais surtout, il permet d'accéder au port roumain de Constanta, situé directement sur la mer Noire. Ici, c'est un port à la fois fluvial et maritime. Le transport maritime est très bon marché par rapport au rail et aux camions parce qu'il déplace d'énormes quantités de marchandises. Avec un accès direct à la mer Noire, les marchandises peuvent transiter rapidement à travers le monde. Constanta pourrait donc jouer un rôle clé dans l'exportation des céréales ukrainiennes. Mais le port roumain ne sera jamais plus qu'une solution alternative et provisoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde. Si le blocus se poursuit, la quantité de céréales bloquées en Ukraine pourrait tripler d'ici la fin de l'année et provoquer une famine mondiale. Alors justement, je pose la question à nos deux invités. Jean-Jacques Hervé, y a-t-il un risque de famine mondiale ou en tout cas de crise alimentaire à travers la planète? Il faut revenir sur les calendriers. Là, le blé qui actuellement reste en Ukraine, il en reste peut-être quelques millions de tonnes, peut-être 2-3 millions de tonnes. C'est la récolte de ce qui a été semé en septembre dernier. Là, dans les semaines qui viennent, on rentre du nouveau blé. C'est celui-là qu'il faut sortir. Et ce n'est pas, je rejoins là tout à fait Philippe Chalmin, ce n'est pas le blé ukrainien ou le blé russe qui crée la difficulté mondiale. Les cours mondiaux sont totalement spéculatifs, essentiellement spéculatifs, parce qu'hélas, depuis de nombreuses années, ni l'OMC ni l'ONU n'ont accepté une autre voie que l'ultralibéralisation des échanges et donc aucun outil de régulation des cours. Aujourd'hui en Ukraine, le blé se vend, entendez bien, 60 € la tonne. 60 € la tonne. Ouais. Et sur le cours mondial, on est à plus de 350. On est dans un processus de spéculation. Alors justement, Philippe Chamelin dit exactement la même chose que vous. Alors d'abord, qui spécule? Et est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir que la guerre en Ukraine a bon dos? Oui, d'une certaine manière, sur la crise mondiale, oui. Oui, allez-y, Philippe Chamelin. Alors là, je n'ai pas le même avis que Jean-Jacques Hervé. Tout est spéculation, rien n'est spéculation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un univers éminemment instable. Et d'ailleurs, quand Jacques parle du prix mondial du blé, celui-ci est coté en dollars. Or, la traduction du dollar à l'euro, elle passe par quelque chose d'éminemment instable qui est le taux de change. Sur des marchés instables, tous les opérateurs sont obligés, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient négociants, qu'ils soient consommateurs, sont obligés de faire des anticipations et donc, de manière étymologique, de spéculer. Nous spéculons tous sur ces marchés. Alors Philippe Chamelin, est-ce qu'il y a un risque? Je repose ma question qui est importante. On sait que ça a été au cœur des discussions entre Macky Sall, le président du Sénégal, lorsqu'il s'est rendu à Moscou, voir le président russe Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a un risque de crise alimentaire en Afrique? Vous d'ailleurs, je crois que vous distinguez le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Oui. Disons que, si vous voulez, le risque, il passe par le prix. À l'heure actuelle, une tonne de blé importé, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit en Afrique subsaharienne, ça vaut 150 $ la tonne de plus qu'il y a un an. Et la hausse des 150 $, elle est liée en 2021 à l'importance des achats chinois. La Chine a été un élément déterminant dans la flambée des prix des céréales et de manière, je ne dirais pas accessoire, mais presque secondaire, à l'Ukraine. La responsabilité de la crise alimentaire que vit l'Afrique, il faut appeler un chat, c'est la faillite des politiques agricoles menées dans la plupart de ces pays, où on a trouvé plus simple, plutôt que d'encourager l'agriculture, de vivre en achetant des produits que l'on importe de manière Alors justement, des prix alimentaires bas dans les villes. C'est intéressant ce que vous nous dites. Alors, vous avez cité l'Algérie, il me semble, justement, je crois que Simone Zeguidon nous en a déjà parlé ici présent. Une réaction peut-être?
Oui, oui, les faillites des politiques agricoles. Pas d'autosuffisance alimentaire. Oui, l'Algérie achète pratiquement la moitié du blé qu'elle consomme, environ 10 millions de tonnes chaque année. Ouais. Ajoutez à cela aussi les traditions culinaires. Par exemple, au Maghreb, 40% du bol alimentaire maghrébin ou des protéines viennent du blé, semoule, pain. Il n'y a pas une diversification, il y a peu de laitage, peu de légumes, pas assez de fruits. Et donc, il y a aussi les lobbies des importateurs qui ont intérêt à ce que les pays importent un maximum de céréales pour prendre leur de part blé. Du gâteau. Et de blé, mais bien entendu. Et tout cela contribue à cette... Jean-Jacques Hervé. Oui, je pense que nous devons comprendre que même, je partage tout à fait l'avis de Philippe Chalmin sur la spéculation et sur la crise aujourd'hui. Je pense que nous avons absolument besoin de faire en sorte qu'il arrive du blé d'Ukraine. Oui, mais vous dites qu'il est urgent d'ouvrir des sillons ferroviaires à travers l'Europe pour exporter le blé ukrainien. Pardonnez-moi. Oui, mais d'accord. Alors pourquoi l'Union européenne ne le fait pas dans ce cas? Je ne sais pas pourquoi l'Européenne ne le fait pas. Je m'interroge. Je constate que c'est une solution évidente. Ce n'est pas si compliqué de mettre en relation de toute façon. Pour rejoindre le Danube, il faut aussi des wagons. Pour rejoindre, il faut aussi mobiliser des barges. Et donc, il faut se mobiliser pour pouvoir sortir du blé. Là, on risque d'avoir en effet quelque chose d'absolument inacceptable. C'est une récolte d'une dizaine de millions de tonnes de blé actuelle qui va être bloquée parce qu'on ne pourra pas la sortir. Et donc, il faut s'organiser pour ça. Et ces 10 millions de tonnes, si on ne les met pas sur le marché, ça contribuera de nouveau à une augmentation des cours inacceptable. Alors, tous les trois, mais une dernière question, si vous me promettez de respecter les temps, il nous reste 30 secondes. On va essayer d'ouvrir un peu. Certains disent que le scénario qu'on vit au Sri Lanka va se répéter dans des pays émergents. Par exemple, s'il y a une crise alimentaire, si le pain venait à manquer. Votre avis, pour commencer, peut-être Philippe Chamelin, en quelques mots? Oui ou non? Le pain ne manquera pas. Ce qui manque, ce sont les ressources pour maintenir le prix du pain dans les villes à des niveaux suffisamment bas pour éviter ce que l'on a appelé des émeutes de la faim, qui sont des émeutes de la pauvreté. L'Algérie n'a pas ce problème, puisqu'elle vend du gaz et du pétrole. L'Égypte, le Maroc, et puis plus bas l'Afrique subsaharienne, eux, ils sont confrontés à ces problèmes, tout comme vous l'avez mentionné, Sri Lanka. Jean-Jacques Hervé. Oui, je pense que ce que dit Philippe est tout à fait juste. L'urgence, c'est sur l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, qui ne peuvent pas boucler leur balance alimentaire et qui ont absolument besoin, parce qu'ils ne vont pas instantanément trouver dans une réorganisation de leur agriculture ce qu'il faut pour boucler leurs besoins. L'Égypte est dépendante de plusieurs mois de l'année. Et donc, ça va prendre des années de redresser la situation. Donc aujourd'hui, on doit faire avec des échanges qui ont privilégié, en effet, des zones du monde productrices à des conditions acceptables. Et puis, ayons en tête qu'aujourd'hui, le producteur ukrainien, il reçoit 70 € par tonne de blé en raison de cette crise. Merci beaucoup Jean-Jacques Hervé, merci Philippe Chamelin. Vous avez pris le temps qui était imparti à Simone, mais il aura l'occasion, notre éditorialiste, d'y revenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.